Bonjour à tous, bienvenue à Eddocat, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 3 décembre. Le service d'accueil des nouveaux arrivants de la MRC du Rocher-Percé, les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, le magazine Gaspésie, le tournoi d'hockey M15 toutes les catégories de Passepébiac, la Maison des jeunes L'Antidote de Bonaventure, la parade du Père Noël de Passepébiac et votre chronique Rendez-vous! Télévague vous souhaite une très bonne émission. Débutons cette semaine avec notre entrevue de Fanny Lamar, la responsable du service d'accueil des nouveaux arrivants dans la MRC du Rocher-Percé. Moi, ici, je suis responsable du service d'accueil des nouveaux arrivants, le SANA. Donc, c'est un service qui existe depuis une dizaine d'années dans la MRC du Rocher-Percé. Puis, on est dans l'organisme du CJE Option Emploi. Okay. Bien, comment ça fonctionne? Est-ce que les nouveaux arrivants, il faut qu'ils vous contactent? Oui, dans le fond, notre service, il s'adresse aux nouveaux arrivants, donc immigrants de tout âge et les personnes de 36 ans et plus aussi, là, canadiennes. Ils peuvent nous contacter directement. Des fois, ça peut être leur employeur aussi qui leur parle de nous puis qui nous contacte ensuite. Ils peuvent nous appeler avant d'arriver ou une fois sur place aussi. Il n'y a pas de moment idéal, là. On est là à tout moment. Puis vos services sont divisés en 2 volets. Est-ce que tu pourrais les expliquer? Oui, absolument. Bien, le premier volet, c'est le volet individuel. Donc, on aide la personne à s'établir sur notre territoire au niveau de l'installation, de l'intégration, s'ils ont des besoins spécifiques, ouvrir un compte bancaire, c'est vraiment à tous les niveaux. Puis, l'autre volet, c'est davantage au niveau de la sensibilisation du milieu, au niveau de la mobilisation. Donc, organiser des activités qui permettent aux gens de la population de rencontrer les gens, les nouveaux arrivants qui arrivent, de créer des liens, de s'intéresser à la diversité culturelle aussi. Donc, ça peut être dans les écoles, ça peut être dans tout plein d'organismes aussi. Donc, oui, c'est nos 2 volets principaux. Okay. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'activités que vous avez organisées récemment? Oui, bien, au niveau de la sensibilisation, dernièrement, c'était la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. C'était du 6 au 12 novembre. Il y avait quelques activités organisées. Je peux vous en parler de quelques-unes. On a eu, ça s'appelle la Dia de los Muertos. Donc ça, c'est le jour des morts, un peu comme une fête d'Halloween, mais mexicaine. Et il y a eu une activité qui a été organisée à l'école secondaire Monseigneur-Sévigny avec des étudiants en arts plastiques qui ont, avec une personne originaire du Mexique qui leur a expliqué un petit peu la signification de cette fête-là. Ils ont créé un hôtel avec des crânes et c'est vraiment de s'imprégner de cette fête-là traditionnelle mexicaine. Ça a été un super succès. Les jeunes ont très bien participé. Donc ça, c'est un exemple. L'autre chose aussi, il y a eu une autre activité organisée, c'était à la résidence du Plateau avec les aînés. Donc, ça s'appelle une Loteria Mexicana. Donc, c'est comme un bingo mexicain. Donc, une activité, encore une fois, qui permettait de découvrir un pan d'une culture. Puis, les gens ont adoré. Il y avait des prix à gagner. Ça a été très festif. Donc, c'est vraiment des activités de ce genre-là qu'on organise pour permettre aux gens de la communauté de connaître un petit peu plus les origines, les cultures des gens qui viennent s'établir ici. Les autres activités aussi qu'on organise, il y a des activités de toutes sortes, là, mais il y a des activités pour les personnes immigrantes, donc pour leur permettre de connaître un peu mieux la communauté d'accueil. Des activités sur, exemple, le logement, donc le logement au Québec, le crédit, ouvrir un compte bancaire, les impôts. Des fois, c'est plus ludique, là, plus agréable, là, comme on parle d'activités sur le hockey, initiation au hockey, parce que c'est un sport très populaire ici et c'est pas tant connu ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est des activités comme ça qui leur permettent de connaître un petit peu plus la culture québécoise et gaspésienne. Avez-vous une idée de combien de nouveaux arrivants vous avez aidés cette année à peu près? L'année dernière, une bonne 50aine de nouveaux arrivants de l'international. Des personnes qui arrivent de 36 ans et plus, qui arrivent de l'extérieur, on en accueille facilement là, une 20aine à chaque année. Mais c'est sûr que ça, c'est des gens qui passent par nos services. Donc, il y a possiblement des gens qui arrivent, mais sans passer par nos services. Donc, ces gens-là, on ne peut pas vraiment les comptabiliser. Mais oui, et cette année, on peut déjà dire qu'on va en accueillir encore plus. Là. D'année en année, c'est une augmentation là,
constante. Il y a beaucoup d'employeurs qui font affaire avec des travailleurs de l'international. Il y a beaucoup aussi d'étudiants internationaux qui viennent ici suivre une formation pour s'établir ensuite. Donc oui, on a quand même une belle augmentation d'année en année là, qui augmente notre diversité culturelle aussi sur notre territoire. Quand vient l'hiver, il y a beaucoup de nouveaux arrivants pour qui c'est le premier hiver, la première saison froide qu'ils vont vivre. Ouais. Donc ça, c'est stressant pour ces gens-là. Et à ce moment-là, nous, on peut solliciter l'aide de la communauté pour nous aider à avoir des vêtements, donc des bottes, des manteaux. Il y a les friperies. Mais des fois, c'est pas suffisant parce que les gens arrivent tous en même temps. Donc, on essaie vraiment de solliciter les gens à ce niveau-là. Il y a aussi, si je peux me permettre de parler d'un super beau projet du réseau développement social Super Voisins. Les Super Voisins aussi, ce sont des bénévoles qui donnent un gros coup de main aussi pour permettre aux nouveaux arrivants de se sentir chez eux, puis de se voisiner, là. Donc, ouais. Bien, merci beaucoup. Merci. Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes se tient chaque année du 25 novembre au 6 décembre. C'est dans ce contexte que Nastasia William-Valois, la coordonnatrice à la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles, invite la population à se familiariser avec les différentes formes de violences vécues par les femmes. La table de concertation des groupes de femmes Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine est un organisme régional. On rassemble les organisations qui travaillent en conditions féminines. Historiquement, c'était vraiment les groupes de femmes. Donc, les CALAX, par exemple, qui agissent au niveau des agressions à caractère sexuel, les maisons d'hébergement pour les femmes qui vivent la violence, leurs enfants, et les centres de femmes. Récemment, on a commencé à accueillir des groupes d'autres types d'organisations, en fait, comme par exemple des groupes en allaitement, des groupes qui travaillent auprès des parents, des mères. Puis en fait, on peut inclure tous les groupes qui travaillent de près ou de loin en conditions féminines. La campagne des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, c'est une campagne qui est nationale, donc qui se passe partout à travers le Québec, qui commence le jour de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, donc qui est une journée mondiale, puis qui se termine le 6 décembre. Cette année, en fait, on se questionne sur les précarités, puis dans le fond, l'interaction entre les violences et la précarité. Donc, on peut penser notamment, par exemple, à la pauvreté. Puis, dans le fond, comment est-ce que ces deux systèmes qui s'alimentent? Donc, on considère que les violences ou la pauvreté, les précarités, en fait, sont en elles-mêmes des violences. On sait que les femmes sont surreprésentées parmi les personnes qui sont en situation de pauvreté au Québec, en Gaspésie. Par exemple, une femme qui vit des violences dans un contexte familial, par exemple, peut avoir plus de difficultés à sortir d'un contexte violent si, en ce moment, on est dans un contexte de crise du logement, donc on a des taux d'inoccupation qui sont autour de 0%. C'est bien difficile de sortir d'un foyer violent si on n'a nulle part où aller habiter. Donc, c'est de choisir entre, par exemple, l'itinérance et la violence. Partout sur le territoire, en fait, de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, comme je dis, il y a plusieurs activités qui vont se tenir tout au long des 12 jours d'action. Donc, tu sais, puis je pense que c'est intéressant, en fait, pendant les 12 jours d'action, d'aller voir les pages, les médias sociaux de ces organisations-là qui, vont régulièrement faire de la sensibilisation, tout au long de l'année, mais encore plus, en fait, pendant les 12 jours d'action. Donc, comment est-ce qu'on identifie une situation qui est violente, c'est quoi les différentes formes de violence, comment est-ce qu'on peut être un allié, mais qui vont aussi afficher les différentes activités qui ont lieu dans les prochains jours. Donc, c'est une belle occasion pour aller découvrir vos organismes, vos groupes de femmes locaux et ainsi devenir des alliés contre les violences faites aux femmes. Pour les agressions, les violences qui sont à caractère sexuel, donc si une personne a vécu une agression, elle peut se tourner vers le CALAX La Baume, qui peut intervenir là, à tous les niveaux, que ce soit au niveau psychosocial, le soutien, l'aide, un espace de discussion pour pouvoir se confier, mais aussi pour toutes les démarches qui vont suivre. Là, si on pense, par exemple, aux démarches qu'on peut souhaiter faire dans le système légal, bien là, il y a de l'aide qui est disponible à ces endroits-là. Les maisons d'aide et d'hébergement pour les femmes et leurs enfants, les femmes peuvent appeler à toute heure du jour ou de la nuit pour être accueillies sur place ou d'être soutenues. Il y a des services externes aussi. Si, par exemple,
soi-même ou une personne qu'on connaît vit de la violence, que ce soit physique, économique, psychologique, sexuelle, mais c'est possible d'appeler pour, en cas de doute. Tu sais, des fois, on vit des situations qui peuvent nous sembler pas 100% claires. Puis finalement, ben, les centres de femmes sont aussi des alliés dans le contexte des violences. Il y a des intervenantes sur place avec qui on peut discuter. Il y a plusieurs activités, des espaces de discussion qui peuvent aider à réfléchir sur ce qu'on vit individuellement ou collectivement en tant que femme. Il y a vraiment des personnes extraordinaires qui travaillent dans les maisons d'hébergement notamment ou dans les différents groupes de femmes qui peuvent, des fois, de parler avec d'autres femmes qui vivent cette situation-là. Ça peut nous aider à mettre de la lumière sur ce qu'on vit. Si vous êtes à la recherche de cadeaux de Noël, en soutenant l'achat local, le magazine Gaspésie vous offre son nouveau numéro intitulé « Univers sonore ». Écoutons Marie-Josée Lemaire-Caplette, la rédactrice en chef du magazine Gaspésie. Le magazine Gaspésie va bientôt sortir son nouveau numéro sous le thème « Univers sonore ». C'est quoi le concept en arrière de ce thème-là? Comme les gens le savent, on a toute une variété de thèmes qu'on aborde, puis on essaie toujours d'aller là où les gens ne nous attendent pas. En discutant avec le comité de rédaction, on en est venu à parler des sons, des bruits, en fait, qui habitent la Gaspésie. Puis, on a pensé, en fait, en faire un dossier thématique, même si c'est un peu intangible. Donc, il y a toutes sortes de sons, dont plusieurs sont disparus. Comme revue d'histoire, c'est vraiment intéressant là, de retracer ou d'aborder justement ces bruits-là là, dans la revue. Vous avez environ une quinzaine d'articles en lien avec le thème, mais il y en a deux en particulier qui m'intriguent. Il y en a un qui se nommait un tintamarre acadien, faire du bruit collectivement. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Oui, tout à fait. C'est vraiment un bel article qui a été rédigé là, par des employés du Musée acadien à Bonaventure. Comme peut-être certains savent et d'autres non, le tintamarre, c'est le nom qu'on donne au défilé des Acadiennes et des Acadiens lors de leur fête nationale le 15 août. Donc, c'est vraiment de se rassembler puis de faire le plus de bruit possible. Donc, ils utilisent à la fois des casseroles, des criards, toutes sortes d'outils et d'accessoires là, pour faire le plus de bruit possible. Donc, ils défilent avec leur drapeau et tout ça. C'est vraiment pour rappeler l'existence et affirmer l'identité des Acadiens. Donc, c'est maintenant un défilé qui a lieu annuellement. Donc, on revient un peu sur cette histoire-là, d'où ça vient puis comment ça en est venu à être justement là, une fête annuelle qui se répète d'année en année. Puis l'autre article, il s'intitulait « Des sanctuaires sonores à préserver ». Ça parle de quoi au juste? En fait, ce texte-là sur les sanctuaires sonores, c'est un texte, qui aborde un sujet un peu plus actuel, si je peux dire, là, qui est plus dans le temps d'aujourd'hui, mais qui est vraiment intéressant. C'est basé sur l'étude d'un auteur qui dit que, justement, en anglais, les quiet places, donc les endroits où il n'y a pas de bruit humain ou de moteur qui viennent altérer, sont vraiment rares dans le monde. Puis il y en a plusieurs en Gaspésie, donc ils parlent un petit peu de c'est quoi les critères pour devenir un sanctuaire sonore, qui est un peu la traduction là, du terme anglais. Comment on fait ces relevés-là? Quels sont les lieux en Gaspésie? Qu'est-ce qu'on peut y entendre? Donc, c'est vraiment plus, c'est ça, mais c'est intéressant de se pencher sur j'oserais pas dire le silence parce qu'il n'y a jamais de silence avec les bruits de la nature, là, mais sur ces endroits-là qui sont encore un peu présents en Gaspésie, mais qu'il faut quand même préserver et faire attention parce qu'avec les corridors aériens, ce genre de choses-là, ben ces sanctuaires-là peuvent facilement ne plus en être là, dans les prochaines années. Là. OK. Puis pour votre prochain numéro du printemps 2024, avez-vous besoin de la collaboration de la population pour écrire des articles? Puis ça serait quoi le thème? En fait, le thème du numéro du printemps, c'est justement le printemps. Donc, on veut apporter les activités qui sont propres à cette saison-là. Donc, tout le début des pêches, la pêche au coq, par exemple, qui est une tradition familiale en Gaspésie, le temps des sucres, si les gens ont, par exemple, une érablière familiale, ou quand ils étaient jeunes, il y avait des traditions, les gens, dont peut-être les grands-parents allaient recueillir de l'eau bénite dans le temps de Pâques. Donc, toutes les activités qui tournent autour du printemps Gaspésie, dont la préparation de la saison touristique. Il ne faut pas oublier que comme région qui accueille beaucoup de touristes l'été, ben, il y a une effervescence au printemps dans plusieurs commerces, hôtels, etc., où on dirait qu'on revit un peu parce qu'on se met en mode de préparation pour accueillir tous ces gens-là l'été. Donc ça fait partie aussi des activités
printanières qui sont propres à notre région. Donc, si les gens ont des histoires, des photos, des anecdotes, ils peuvent me contacter. C'est le moment de proposer des sujets, justement, pour avoir le temps de rédiger pour le prochain numéro qui va sortir à la fin mars. Le magazine Gaspésie, cette année, en 2023, c'est son 60e anniversaire quand même. Êtes-vous le plus vieux magazine au Québec? Pas tout à fait. Il y en a un qui a quelques mois de plus que nous, mais on peut dire sans hésitation qu'on est un des plus vieux magazines d'histoire au Québec. Donc, on est très fiers de ça. C'est vraiment grâce aux gens qui collaborent et qui nous soutiennent qu'on peut maintenir notre mission. Puis, on espère qu'on va être là encore au moins 60 années à venir. Puis, j'en profite parce que pendant l'année des 60 ans, là, on a vraiment misé sur une campagne d'abonnement assez importante. Donc, l'approche des fêtes s'en vient. C'est un beau cadeau pour Noël aussi d'abonner les gens à la revue. Ça dure toute l'année. C'est pas très dispendieux. C'est 30 taxes incluses. Donc, pour 3 numéros, ça fait découvrir la région, l'histoire aux gens. Donc, c'est un cadeau bien de chez nous qui fait souvent très plaisir. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée. La fin de semaine dernière a été animée à Passepébiac avec la tenue de son tournoi annuel de hockey M15, toutes les catégories. Voici le reportage que Télévague vous a préparé. En fin de semaine passée, c'était la 48e édition du tournoi M15 toutes catégories de Passepébiac. Le comité organisateur a su offrir une belle cérémonie d'ouverture avec des jeux de lumière en commençant par la présentation de la relève des joueurs de hockey pré-novices et novices de Passepébiac et ainsi que du club de patinage artistique. Les discours ont été brefs et pertinents, sans longueur inutile. Ensuite, les joueurs Bantam ont défilé sur la glace, accueillis par une musique entraînante qui a mis tout le monde dans l'ambiance. Le dimanche, la population a eu droit à une pluie de rondelles sur la glace, une activité originale de financement de l'Association de hockey mineur de Passepébiac. Au total, il y a eu 44 matchs de hockey joués par des équipes qui s'étaient déplacées de Carleton à Gaspé. Un événement de telle ampleur n'aura pas pu être réalisé sans l'aide de plus d'une centaine de bénévoles. Les jeunes joueurs ont démontré leur talent et leur dévouement tout au long du tournoi, offrant un spectacle captivant pour les spectateurs et les supporters. Les joueurs ont su montrer qu'ils étaient passionnés par le hockey et qu'ils étaient capables de travailler ensemble pour atteindre leur objectif. Télévague en a profité pour recueillir les commentaires des joueurs des équipes gagnantes dans chaque catégorie. Félicitations, Félix! Merci. Comment t'as trouvé ton match? Bien. Là, tu jouais contre une autre équipe de Chandler. Ça veut dire que c'était tes amis que tu jouais contre en finale. Oui. Tu vas à l'école avec eux autres? Ben, il y en a un qui s'appelle Jacob qui est dans ma classe, mais le reste, c'est juste mes amis que je connais parce qu'on faisait des pratiques ensemble. Puis c'était quoi le moment clé du match, là, que tu sentais que vous alliez avoir la victoire? Quand il restait une minute. C'est qui ton joueur de la Ligue nationale, ton joueur préféré? Connor McDavid. Cool vu qu'on a gagné puisque c'est comme vraiment cool puisque t'as un trophée, c'est vraiment cool. Là. Tout le monde criait de même Rawr! Let's go! Comme c'est vraiment cool. C'était vraiment un match serré. Comment t'as fait pour gérer ton stress? Ben j'essayais pas de penser à ça, mais vu que c'est quand même dur, mais j'essayais de pas penser à ça. C'est qui ton joueur préféré de la Ligue nationale? Ben avant c'est McDavid, mais là je sais plus trop, mais j'aime beaucoup McCarr. Puis, qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi tes points forts au hockey? Ben, je suis vite. Puis, comme toutes les positions, je suis bon. C'est ça. As-tu des choses à améliorer? Mon tir, je vise bien, mais c'est qu'il n'est pas assez fort. En finale, c'est trippant. Puis, avant un match, as-tu une petite routine? Non, ben, j'essaie de manger plus sainement, comme des fruits. Comment t'as... Mais sinon, il n'y a pas vraiment de routine. Comment t'as trouvé l'ambiance d'un gradin? Ah, c'était vraiment le fun. Il y avait beaucoup d'ambiance. Ça criait tout le temps moussette, puis c'est vraiment le fun. C'est quoi le meilleur moment, ton meilleur souvenir du match? Quand on a gagné, puis le chrono est à 0, qu'on a tout lancé nos gars, qu'on a été au goaler. Puis c'est qui ton joueur préféré de la Ligue nationale? Victor Hedman. Comment qu'on se sent après avoir gagné? On se sent très bien, c'est le fun. T'sais. On est content pour nous autres. On a travaillé tout le début de saison comme des chiens, puis là, on est mérité, on est glorieux. C'est le fun. Puis là, c'était
votre finale des midgets, c'était une équipe de Chandler contre l'équipe de Chandler. Oui. J'imagine, c'était quoi de jouer contre ses amis? Ben, c'est bizarre, c'est parce que c'est comme si on était une pratique. C'est entre nos chums, on connaît leur lancer, on connaît comment ils jouent. Ça fait que c'était peut-être pas plus facile, mais c'était mieux. T'as-tu fait un arrêt décisif que tu te rappelles? Ouais, en deuxième période, j'ai eu un lancer de Jaden, puis j'ai eu Damit, je l'ai beurré. T'as-tu une petite routine avant un match? Ben, j'ai pas de routine, mais j'ai une affaire. J'ai un bas rose, un bas vert. Je mets le rose là, puis le vert là, tout le temps. Puis c'est qui ton joueur de la Ligue nationale préféré? En ce moment ou de tous les temps? De tous les temps. Je vais y aller avec Marc-André Fleury. La Maison des jeunes de Bonaventure est un endroit très actif dans la communauté. Lors de notre reportage, nous avons interviewé Mathieu Tanguay, le responsable du lieu de rencontre pour les jeunes. Donc, le rôle d'une Maison des jeunes, c'est d'offrir un lieu sécuritaire, dynamique pour les adolescents de 12 à 17 ans, dans le but que quand ils vont devenir des adultes à partir de 18 ans, qu'ils soient en mesure de devenir des adultes critiques, actifs et responsables. Qu'est-ce que vous faites pour impliquer les jeunes? Différents moyens pour faire impliquer les jeunes, ne serait-ce que par des rencontres de jeunes, de comités pour justement élaborer leur point de vue sur certains aspects de la Maison des jeunes, ne serait-ce que par des activités, que par le choix des couleurs de la Maison des jeunes, les infrastructures, les activités de loisirs, la programmation de loisirs aussi, on les implique directement là-dedans aussi, mais on peut offrir des activités communautaires aussi dans la ville de Bonaventure pour justement les faire impliquer au niveau de la communauté. Ben, si jamais ils aiment ça, venir avec leurs amis, chiller, checker sur leur téléphone, jouer au ping-pong, ben, ils pourraient venir ici. C'est vraiment le fun. Un compte jeune, en fait, c'est tout nouveau de cette année. Il y a plusieurs maisons des jeunes qui le font, du pourquoi on s'est inspiré un peu de ce concept-là. C'est un compte fictif d'argent pour les jeunes qui vont pouvoir participer, ne serait-ce qu'à des activités qui vont peut-être être un petit peu plus coûteuses ou avoir des rabais sur des articles qu'on vend à notre cantine. Comme que ça peut être aussi pour différents projets, comme un voyage, exemple. On s'en va à Québec pour l'été 2024. Donc, avec ce compte fictif-là, les jeunes vont réaliser différentes activités de financement, ne serait-ce que vendre du chocolat. C'est ce qu'on fait présentement à partir de cette semaine. On vend du chocolat, ne serait-ce qu'à participer aussi à des levées de fonds, comme aller emballer dans des épiceries, faire des activités comme vendre des hot dogs pendant les stands de la Saint-Jean. Donc, en faisant ça, les jeunes peuvent récupérer des sous, tout dépendant de comment on a récolté. On divise ça selon le nombre de jeunes qui ont participé à cette activité-là, puis ça fait renflouer leur compte jeune. Faites-vous aussi des activités de sensibilisation, de prévention auprès des jeunes? On en fait. Ça fait partie de notre mission aussi d'éduquer ces jeunes-là. Donc, ne serait-ce que des activités au niveau du tabagisme, de l'alcoolisme, au niveau du sexe aussi, on peut en parler. Parce que c'est des sujets qui touchent de près les jeunes, surtout dans la tranche adolescente, où c'est des aspects qu'ils peuvent découvrir, qu'ils peuvent peut-être même essayer au courant de cette tranche d'âge-là. Donc, c'est clair que nous autres, on veut les éduquer du mieux qu'on peut, puis les faire prendre conscience des risques qu'ils peuvent avoir sur certains aspects. Donc, on est là pour ça, pour les éduquer là-dessus. C'est le fun. Les animateurs, ils sont là pour t'aider si tu as besoin d'aide. Ils sont là pour être avec toi. Puis, ben, c'est amusant. Pour passer du temps avec mes amis, puis venir jouer, puis faire des activités, ben, c'est cool. Là. Il y a combien de jeunes à peu près qui fréquentent la maison ici? Ça peut varier. Lors du dîner, c'est sûr qu'on touche beaucoup de jeunes de Saint-Alphonse, de Caplan, Bonaventure, que vu avec l'école à côté, c'est clair que ça nous donne une clientèle de plus. Donc, on peut tourner autour d'une vingtaine à trentaine de jeunes par dîner. Sinon, de soir, ça peut varier entre le maximum 10-15 jeunes. Là, c'est des belles soirées qu'on a avec eux autres. Là. Puis si un jeune serait intéressé à venir à la Maison des jeunes ici, c'est où qu'il peut savoir l'horaire, les heures d'ouverture? Il peut les voir sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram, on a tout ça, où ils peuvent aller consulter ça. Mais sinon, ils peuvent venir aussi à la Maison des jeunes, où on a l'horaire directement sur la porte, où ils peuvent la consulter, ou parler directement à notre équipe d'animation quand on est ouvert. S'ils veulent d'informations, ça va nous faire plaisir de les accueillir. Venez célébrer l'esprit de Noël avec toute la communauté alors que le Père Noël descendra dans les rues de la ville de Passepébiac accompagné de la population illuminée de lumières décoratives. Écoutons l'invitation de Marie-André Côté, membre du comité jeunesse de Passepébiac. Peux-tu me parler de la parade du Père Noël? Oui, bien dans le fond, c'est notre 5e édition de la parade du Père Noël qui va être le 9 décembre prochain, le samedi le 9 décembre. Le départ va se faire au complexe sportif. Puis cette année, on a décidé de commencer la parade à pied. Dans le fond, de faire la parade à pied, c'est une demande qu'on avait eue il y a quelques années. Fait que cette année, on va faire la parade à pied, mais l'année prochaine, peut-être ça va être d'autres choses.
Le départ va se faire au complexe sportif. On va monter sur la rue Mal-des-Mouets et on va tourner à gauche sur la 3e avenue Est. On va descendre sur la rue Saint-Pédis jusqu'ici au centre culturel que le Père Noël va accueillir les jeunes dans la grande salle au centre culturel. Il va y avoir du lait au chocolat, du lait blanc aussi, puis des petits jus pour les enfants qui n'aiment pas le lait. Puis peut-être que le Père Noël va leur emmener des cadeaux pour cette fois-là. Ouais. Là, si on résume, à quelle heure qu'il faut être au complexe sportif? Au complexe sportif, on demande aux gens d'être là vers 3 heures parce que, dans le fond, le temps de s'installer puis sortir des véhicules puis tout ça. Puis pour le départ, vers 3h30 à peu près, là, pour être ici un petit peu là. C'est sûr, c'est pas si long que ça, mais à pied, là, ça peut être quand même un petit peu long avec les enfants. Là. Surtout faire attention là, pour la sécurité des enfants, les parents vraiment veiller à ce que les enfants là, font vraiment attention puis rester sur la piste cyclable. Je crois que tu as demandé à la population de porter quelque chose de spécial pour faire la parade. Bien, dans le fond, vu qu'il va faire un petit peu noir, puis on veut faire le thème « Illumine-toi » pour s'illuminer tout au long du trajet de la parade. Pour ce faire, il y a des petites lumières chez Dollarama à pile qu'on peut s'installer sur nous, qui est vraiment belle et tripante. Puis c'est ça, je veux que tout le monde qui font la parade à pied soit illuminé. Le Père Noël, va-tu faire la parade, lui? Oui, le Père Noël va faire la parade avec les pompiers, soit devant ou derrière. On va voir là qu'est-ce qui est plus facile pour les pompiers parce que les pompiers vont s'assurer de la sécurité des gens là, au courant de la parade. Là. Puis ceux qui peuvent pas marcher pour faire la parade... Bien, dans le fond, ce qu'ils peuvent faire, ou les gens qui veulent vraiment pas la faire à pied, peuvent nous suivre, peut-être derrière, un petit peu plus loin, dans le fond, quand la parade va finir, ils peuvent faire le trajet en véhicule jusqu'à ici, là, c'est pas grave, là, tu sais. Mais c'est ça, le thème de à pied, puis illumine-toi, on voulait faire ça cette année, puis on voulait expérimenter ça. Si ça fonctionne, tant mieux, là, ça serait vraiment le fun d'avoir vraiment beaucoup de monde à notre parade. Bien, comme habituellement, qu'on a pas mal de monde à notre parade. Et maintenant, votre chronique Rendez-vous. Bienvenue à la chronique Rendez-vous de cette semaine. Demande à la population pour apporter des denrées périssables ou non pour le comptoir alimentaire du Centre d'action bénévole Gascon-Percé pour venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité de notre MRC Rocher-Percé. Pour information, communiquez avec Nancy Lefebvre au 418-689-6023, poste 103. Jusqu'au 13 décembre, la Guignolée 2023 se fera virtuellement. Vous pouvez faire vos dons en ligne. Vous pouvez aussi faire vos dons en chèque par la poste ou en argent comptant au collectif alimentaire 8A, boulevard Gérard-Delevesque-Est, à Passepédiac. Message à nos membres organismes. Faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier @télévague.com ou véronique.télévague@gmail.com. Par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559. Bonne semaine à tous! Ceci conclut votre émission d'Hebdo4 du 3 décembre. Encore une fois, nous vous remercions de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et nous espérons vous revoir pour notre prochaine édition. Passez une bonne semaine!